Parfois, les deux frères changeaient de route pour éviter l'endroit, mais cela leur coûtait un énorme détour. À chaque passage, c'était la même scène. Arrivé à la hauteur du glacier, je me mettais à crier « Ich will yes. Ich will yes ». Les pauvres avaient sans doute reçu comme consigne de ne pas réagir à mes demandes répétées. Un jour, arrivé à l'endroit fatidique et me heurtant à un nouveau refus, je mis mon petit pied à travers des rayons de la roue pour forcer l'arrêt. Ce fut évidemment la chute, tous les rayons de la roue furent cassés, et mon pied également. Je ne reçus pas de glace, mais un court séjour à l'hôpital le plus proche, où affolé, un des frères m'avait conduit, effrayé par avance des sanctions non méritées qu'il allait encourir en annonçant la nouvelle à son père. Une autre fois, je partis sur mon tricycle, sans prévenir personne, et je roulai jusqu'au prochain village, je ne sais plus pour quelle raison. Je voulais, semble-t-il, visiter quelqu'un, peut-être Johanna ? L'affolement fut à son comble. J'avais 3 ans. On me chercha partout, sans résultat. Ce furent les deux frères, écumant la région à vélo, qui finirent par me retrouver à plusieurs kilomètres de la maison. Ils ne réussirent à me ramener qu'en me parlant de la vieille sorcière qui me cherchait partout. On reste toujours dans les contes de Grimm. J'avais peut-être déjà une bonne raison de partir, c'était simplement un peu trop tôt. Charles, appelé pour l'occasion, décréta qu'il fallait une punition exemplaire, ce que l'on peut bien évidemment comprendre. Je me souviens d'avoir passé un temps qui me semblait interminable, en tenant à bout de bras les poids de la pendule du salon. Je me demandais pourquoi, avec de tels poids, les aiguilles du cadran de la pendule ne tournaient pas plus vite. Une autre fois, je refusai comme à mon habitude de manger les petits pois conservés à table. On m'enferma dans la cave, sans lumière évidemment, avec ordre de terminer mon assiette. Je suis resté assez longtemps dans la cave, me demandant quelle solution je pourrais bien trouver pour me sortir de cette situation fâcheuse. Finalement, je versai les petits pois, à mes yeux immangeables, par le col de ma chemise, et fier de ma trouvaille, j'annonçai que tout était mangé. Je pus sortir du noir, et tout le monde fut content. J'étais dompté. Quelques années plus tard, tante Johanna m'expliqua qu'elle emportait toujours un parapluie quand elle était invitée à déjeuner quelque part. Elle accrochait celui-ci à côté d'elle, sur le rebord de la table et tous les morceaux indésirables disparaissaient de son assiette dans le parapluie. Sans vouloir me répéter, j'ai beaucoup aimé la présence des deux frères que je devais retrouver des années plus tard dans des circonstances auxquelles je ne m'attendais pas. Combien de temps sommes-nous restés à Pépinster ? Il s'agissait d'une situation provisoire, peut-être le temps de laisser passer les orages qui assombrissaient l'union de Charles et Maria. Pouvait-on d'ailleurs encore parler d'union ? Pour l'enfant que j'étais, la situation à Pépinster devait paraître bizarre. Maria n'était pas la femme du père, n'était pas la mère des deux frères, qui n'étaient pas vraiment mes frères. Mon père ne venait que quand il fallait me punir, et je n'avais plus de tricycle pour ficher le camp. Je crois que Johanna et Joséphine n'y furent jamais vraiment au courant de cette situation. Retour à Eupen. Charles et Maria ont acheté une maison au Standrich. Elle existe toujours. J'avais en mémoire une maison immense, entourée d'un parc gigantesque. Mais comme il arrive souvent, en revoyant l'endroit à l'âge adulte, l'immense bâtisse est devenue une petite maisonnette, le parc un petit jardin. Mais ce qui compte le plus est le souvenir qu'on se fait des choses. Et les souvenirs que je garde de cet endroit sont plutôt positifs. Nous n'habitâmes pas très longtemps au Standrich, d'ailleurs nous n'avons jamais habité longtemps quelque part. En tout cas, je me rapprochais de tante Johanna et cela était déjà très rassurant. Il s'agissait d'une maison double, avec une façade arrondie dans le haut qui lui donnait un aspect particulier. Un petit jardin était bordé par des prairies desquelles on apercevait les clochers de l'église Saint-Nicolas. Sur une vieille photo, on me voit entouré de 3 petites filles, dans une de ces prairies. Au fond du jardin, le garage qui abritait les voitures successives de Charles. Ce dernier, un jour, s'était mis en tête de repeindre les volets de la maison de Standrich. Je me souviens de la couleur. C'était un vert clair, un peu vert d'eau. J'annonçai évidemment que je voulais l'aider et prendre part aux travaux. Il refusa énergiquement. Je revins plusieurs fois à la charge, en répétant toujours « Où fur ?» Une question que, paraît-il, j'ai répétée toute ma petite enfance. Son refus devenant de plus en plus catégorique et mon envie de plus en plus grande et me trouvant une fois de plus devant une voie sans issue, je pris l'énorme seau de peinture à 2 mains et me renversai tout le contenu sur la tête. On imagine le spectacle. Il devait s'agir de peinture à l'huile, très collante, et il y en avait beaucoup. La suite fut moins drôle. Après avoir subi les foudres paternelles, on me rasa la tête, complètement, on décolla les habits de ma peau et je ne dus retrouver une apparence normale que grâce à des frottements répétés en tout genre. Une fois de plus, mon contact avec la peinture n'était pas une réussite. Curieusement,
les affrontements avec la couleur verte sont une constante chez moi. Je commence seulement à employer cette couleur, ainsi que le jaune, après 35 ans de travail. C'est comme s'il s'agissait d'une libération, pas seulement vis-à-vis des couleurs, mais surtout par rapport aux contraintes de mon enfance. Il aura effectivement fallu 35 ans de travail pour y arriver. Je fréquentais à cette époque l'école gardienne de la rue qui se situe au coin de la Hufangas. Le paysage était évidemment plus champêtre qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de prairies aux alentours et peu de maisons. L'une d'entre elles était une grande ferme, à l'angle de la rue Standrich et de Stockem. L'école terminée, je rentrais chez moi par ce chemin. Il arriva qu'un des occupants de la ferme me barra la route, armé d'un couteau à mes yeux immenses, et voulut, je ne sais pour quelle raison, m'empêcher de rentrer chez moi. En prenant du recul, je me dis qu'il s'agissait sans doute d'un garçon plus âgé pour qui cela n'était qu'un jeu. L'énorme couteau devait être un canif de bazar. Mais pour le petit garçon que j'étais, la frayeur se répétait journellement, même quand le garçon n'était pas là. Je restais de longues minutes immobile au coin de la rue, scrutant tout mouvement à la ferme. Quand j'estimais que tout était suffisamment calme, je m'élançais à toutes jambes pour dépasser l'endroit redouté. Maria m'avait tout fourmi en garde de R-tête pendant un orage, en expliquant qu'il était dangereux de toucher du fer ou du métal à cause des éclairs. Il arriva que je rentrais de l'école un jour d'orage. C'était déjà curieux en soi qu'un enfant de 4 ou 5 ans dût rentrer seul de l'école gardienne. Arrivé chez moi, me trouvant seul comme c'était très souvent le cas, je vis sur la table un petit pot de fromage blanc qui m'était destiné. Il fallait forcément que j'emploie une cuillère pour manger. Et celle-ci était en métal, et le métal, c'était dangereux pendant l'orage. La fin justifiant les moyens, j'enveloppai le manche de la cuillère dans plusieurs essuie-mains, tenant le tout à 2 mains, je pus enfin avaler le fromage blanc, maquet. Je n'ai pratiquement pas de souvenirs de petits amis qui auraient pu partager mes jeux, j'ai seulement la photo avec les 3 petites filles. Déjà, les femmes occupaient une place importante dans mon existence. Pourtant, je crois que j'aimais bien cet endroit, surtout les prairies d'où on apercevait les clochers vers de Saint-Nicolas où, plus tard, je passais bien des heures à m'ennuyer, accompagnant Johanna qui m'amenait d'autorité. Elle était très pieuse et visitait journelle l'église. On me déposait plus que régulièrement à la Kirchstrasse au numéro 11. Le rez-de-chaussée de cet immeuble était occupé par un énorme magasin de jouets. C'était la caverne d'Ali Baba pour tous les enfants de peine. Les Eupenois de ma génération se souviennent sûrement tous de cet endroit un peu magique. Il y a quelques années, Freddy Derwal a fait ressurgir un détail enfoui au fond de ma mémoire, la sonnette si particulière de la porte d'entrée. Elle se composait de plusieurs tubes de cuivre suspendus au-dessus de la porte. Ils tintaient chaque fois qu'un client entrait dans le magasin. Chaque tube était d'une longueur différente et produisait sa propre sonorité, ce qui créait un effet sonore assez ludique et convenait idéalement à ce genre de magasin. Après quelques démarches auprès de l'actuelle propriétaire KH qui a d'ailleurs exploité elle-même le magasin pendant quelques années, j'ai pu à ma grande joie acquérir la fameuse sonnette qui pend aujourd'hui au-dessus de la porte de mon atelier et que je destine un jour à la porte d'entrée d'un éventuel musée permanent de la Fondation. Le comptoir en bois, à gauche en entrant, masquait en partie le passage qui conduisait à l'escalier étroit menant au premier étage, ainsi qu'à une petite porte arrière par laquelle on découvrait la cour pavée de grosses pierres arrondies par le temps. Cette arrière-cour et le passage sont contigus à actuel atelier, 15 Tuntebühne. Maria m'avait tout fourmi en garde de R-tête pendant un orage, en expliquant qu'il était dangereux de toucher du fer ou du métal à cause des éclairs. Il arriva que je rentrais de l'école un jour d'orage. C'était déjà curieux en soi qu'un enfant de 4 ou 5 ans dût rentrer seul de l'école gardienne. Arrivé chez moi, me trouvant seul comme c'était très souvent le cas, je vis sur la table un petit pot de fromage blanc qui m'était destiné. Il fallait forcément que j'emploie une cuillère pour manger. Et celle-ci était en métal, et le métal, c'était dangereux pendant l'orage. La fin justifiant les moyens, j'enveloppai le manche de la cuillère dans plusieurs essuie-mains, et tenant le tout à 2 mains, je pus enfin avaler le fromage blanc, maquet. Je n'ai pratiquement pas de souvenirs de petits amis qui auraient pu partager mes jeux, j'ai seulement la photo avec les 3 petites filles. Déjà, les femmes occupaient une place importante dans mon existence. Pourtant, je crois que j'aimais bien cet endroit, surtout les prairies d'où on apercevait les clochers vers de Saint-Nicolas où, plus tard, je passais bien des heures à m'ennuyer, accompagnant Johanna qui m'amenait d'autorité. Elle était très pieuse et visitait journelle l'église. On me déposait plus que régulièrement à la Kirchstrasse au numéro 11. Le rez-de-chaussée de cet immeuble était occupé par un énorme magasin de jouets. C'était la caverne d'Ali Baba pour tous les enfants de peine. Les Eupenois de ma génération se souviennent sûrement tous de cet endroit un peu magique. Il y a quelques années,
Freddy Derroil a fait ressurgir un détail enfoui au fond de ma mémoire, la sonnette si particulière de la porte d'entrée. Elle se composait de plusieurs tubes de cuivre suspendus au-dessus de la porte. Ils tintaient chaque fois qu'un client entrait dans le magasin. Chaque tube était d'une longueur différente et produisait sa propre sonorité, ce qui créait un effet sonore assez ludique et convenait idéalement à ce genre de magasin. Après quelques démarches auprès de l'actuelle propriétaire KH qui a d'ailleurs exploité elle-même le magasin pendant quelques années, j'ai pu à ma grande joie acquérir la fameuse sonnette qui pend aujourd'hui au-dessus de la porte de mon atelier et que je destine un jour à la porte d'entrée d'un éventuel musée permanent de la Fondation. Le comptoir en bois, à gauche en entrant, masquait en partie le passage qui conduisait à l'escalier étroit menant au premier étage, ainsi qu'à une petite porte arrière par laquelle on découvrait la cour pavée de grosses pierres arrondies par le temps. Cette arrière-cour et le passage sont contigus à l'actuel atelier Kunstundbühne. Le magasin, tout en longueur, avec ses murs tapissés d'étagères regorgeait de boîtes mystérieuses, dans lesquelles je savais dissimuler les jouets les plus fantastiques. Il représentait une tentation permanente pour le petit Cricri. Mais les deux sœurs montaient bonne garde et dès qu'un client passait la porte, je regagnais, bon gré mal gré et en toute hâte, la cuisine du premier étage. Tante Johanna que tout le monde appelait Tante Enchant s'occupait de la vente au magasin, son caractère plus ouvert, mais également plus autoritaire s'accommodait mieux de cette tâche. Sa sœur Joséphine, fin champ, plus réservée, plus timide, mais plus patiente que sa sœur, s'occupait de la restauration des jouets cassés. Elle disposait pour se faire d'une petite pièce, transformée en atelier pour la cause et qui faisait face à la cuisine. Une bonne partie de sa vie se déroulait dans cet espace clos où les clients n'avaient évidemment pas accès. Armée d'une patience infinie, elle collait, réparait, repeignait, rafistolait et rendait ainsi la vie aux objets qu'il avait perdus. Maintes fois je l'ai vu rendre la vue à une poupée devenue aveugle à la suite de l'usure du temps ou de petits accidents de parcours, au grand drame de leur jeune propriétaire, à l'aide d'élastiques, de fils de fer, de colle qui sentaient mauvais et que l'on devait ramollir dans un bain-marie, ce qui envahissait la pièce d'une odeur de vieux poisson chaud. Tous les jouets malades passaient par ses mains. Toupies, trains, électriques ou à remonter, poupées, chevaux de bois, petites voitures, des clowns qui marchaient sur un fil, les grenouilles qui faisaient clic-clac. Tous passaient un jour ou l'autre par les mains de Joséphine. C'était l'hôpital des jouets à une époque où on réparait encore des jouets qui valent aujourd'hui, du moins certains d'eux, une petite fortune. Avec le recul, je suis pratiquement convaincue que c'est là que j'ai fait mes premières armes. Autant on préférait ne pas trop me voir au magasin, autant j'avais toute liberté de m'épanouir au beau milieu de cette incroyable fourbie. C'est peut-être là que j'ai appris à donner la préférence aux choses à faire plutôt qu'aux choses déjà terminées. Je me suis sentie vite plus à l'aise à l'atelier plutôt qu'au magasin, j'allais dire à la galerie. Cela n'a pas changé depuis. Ce qui m'intéresse, c'est de concevoir et de fabriquer mes œuvres. Une fois terminée, dans la mesure où peut dire d'une œuvre qu'elle est réellement terminée, elle ne m'intéresse plus que très peu. Je m'ennuie souvent à mes expositions. Ce sont des magasins de jouets terminés qu'on ne peut pas toucher. J'ai le vague souvenir de moments passés avec Joséphine à l'atelier. Parfois, j'y allais même en son absence, pour essayer ceci ou pour tremper un pinceau dans cela, mais surtout, ne lui dites rien, car je crois que c'était interdit. On m'installait le plus souvent à la table de la cuisine, au premier étage, en face de l'atelier. Par la fenêtre j'apercevais la petite cour ainsi que l'arrière des bâtiments qui abritent aujourd'hui l'atelier Kunstundbühne. J'étais assis sur un banc en coin qui faisait le tour de la table. C'était un banc en bois, mais par-dessus on avait peint une imitation de bois, ce qui était à la mode à l'époque. Le poêle était très grand, avec un four intégré, genre poêle de Malines. Il fallait le nourrir avec des briquettes, un pavé de charbon qu'il fallait régulièrement monter de la cave. Il faisait toujours bien chaud au premier étage, et les gâteaux qui sortaient du four n'avaient pas la vie longue. Il devait sans doute y avoir un ou plusieurs crucifix au mur. Les deux chambres à coucher étaient contiguës à la cuisine.